Voilà, donc c'est notre... Ah oui, c'est vrai. Donc bonsoir, c'est notre troisième remue-ménage, j'espère qu'il y en aura d'autres, et cette fois-ci sur le grand débat national. Il a été, vous vous souvenez, on en avait fait un le 25 septembre dernier sur la question démocratique en Europe, qui d'ailleurs par certains côtés n'était pas, ne préfigurait pas le mouvement des Gilets jaunes, mais on pourrait dire que par certains côtés, il avait anticipé certaines des difficultés que vivait la démocratie dans nos pays. Et puis il y en avait eu un il y a un an et demi sur d'autres questions. Donc celui-ci a été organisé à demande de nombreux membres du cercle. Nous avons espéré, mais je pense qu'elles ne sont pas venues en grand nombre, que des contributions seraient faites préalablement. Elles pouvaient être envoyées pour être postées sur le site du cercle. Je ne crois pas qu'il y en ait eu beaucoup, à ma connaissance en tout cas, je n'en ai pas vu, sauf des textes qui existaient déjà. Mais ceci ne doit pas nous empêcher de débattre, parce que je pense que nous portons en nous-mêmes beaucoup de questions et d'idées que nous pouvons échanger et débattre. Alors, ce grand remue-ménage a été, bien sûr, décidé à propos du grand débat national, du mouvement des Gilets jaunes. Donc... cette question, il n'est pas nécessaire de la débattre comme si nous étions dans un moment du grand débat national. Nous avons estimé que, bon, surtout à cette date-ci, c'était peut-être pas le moment de débattre sur les 4 questions qui ont été proposées par le président de la République et le Premier ministre. On peut en parler, mais je pense que c'est pas peut-être le plus intéressant ce soir. On s'est posé la question, et donc on y a répondu au dernier conseil d'administration, notamment avec Jean-Michel Echen, qui est à ma droite, comment on pourrait débattre aujourd'hui. On s'est dit, et tu compléteras, hein, Jean-Michel, parce que tout est libre aujourd'hui, on s'est dit qu'on pourrait peut-être débattre sur... cette crise sociale ou cette crise de société qui est marquée par le mouvement des Gilets jaunes, qui est certes partie de questions sur le pouvoir d'achat, mais qui ont pas mal dérivé assez vite sur la question du pouvoir de vivre, comment vivre avec les moyens qu'on a et là où on est, hein, notamment pas loin des ronds-points, puisque... La caractéristique de ce mouvement, c'est d'être un mouvement des ronds-points. Et en général, les gens qui y sont, ils n'habitent pas très loin des ronds-points. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils ont envie de venir sur l'un des plus célèbres ronds-points du monde, la place de l'Étoile. Pouvoir d'achat, pouvoir de vivre, et aussi pouvoir d'être plus ou mieux citoyen, parce que c'est sans doute une des questions qui est apparue à cette occasion. Donc on peut parler de la question démocratique qui a été posée, notamment à travers le RIC, mais d'autres choses. On peut aussi se poser la question ce sont des questions, hein, qu'est-ce qu'on pense des Gilets jaunes et de leur mouvement, de ce qu'ils veulent, à qui ils s'adressent? Est-ce qu'ils ont vraiment réussi à créer un mouvement? Et est-ce qu'ils peuvent avoir des réponses économiques, sociales, politiques? Par qui et pour qui? Bon, voilà quelques questions en vrac qu'on pose, mais on n'est pas obligé de les reprendre telles quelles. Tu avais peut-être quelques compléments à faire sur ce point, parce qu'on avait discuté. Je crois que le principe est surtout de lancer la discussion. Voilà. Hein. Donc, je vois plusieurs choses, plusieurs moyens d'analyse.
On dit le grand débat national, c'est le thème, celui de la crise des gilets jaunes. On peut peut-être se poser la question, qu'est-ce que c'est que la crise des gilets jaunes? Est-ce que c'est une crise politique? Dans ce cas-là, c'est facile, c'est à résoudre par les hommes politiques, les partis politiques, etc. Est-ce que c'est une crise des institutions? Est-ce que les institutions ne correspondent plus aux besoins, notamment de recul des corps intermédiaires, etc. Ou est-ce que c'est une crise, par contre, de société? Bon, une crise de société issue de la mondialisation, avec une partie de la population qui se considère comme laissée pour compte, qui ne bénéficie pas de la mondialisation, etc. Et pour lesquelles les institutions ou les partis politiques ne répondent plus. Ensuite, en fonction de ça, évidemment, les correctifs sont différents, hein, encore une fois, entre politique et institution. Ou est-ce que c'est le type de société? On voit des demandes différentes, des baisses d'impôts d'un côté, mais une demande de solidarité, une contestation de la répartition qui la redevient politique, avec les avantages accordés aux plus riches qui s'enrichissent, le poids des salaires dans les bénéfices des entreprises qui diminue au profit des profits. Bon. Et en fait, s'il s'agit d'une crise de société, que peut-on faire au niveau de la seule France, etc., alors qu'on est intégré dans l'Europe et dans un système international. Donc, ensuite, évidemment, il y a une partie politique dans ce débat qui devient aussi un peu, pour les pro-Macron, c'est pas Macron qui a tort, c'est une compréhension qui n'est pas bonne et ça devient un enjeu politique. Bon, ou alors, si c'est une crise de société, ça ne concerne pas que la partie dont Macron, la façon dans laquelle il a gouverné pendant les 2 premières années de son quinquennat. Voilà. Donc, pour moi, le sujet est vaste. Il y a à peu près ces 3 domaines, politique, institution, carrément changement de société. Et là, on est peut-être davantage concerné en tant que cercle Condorcet dans cette dernière partie. Le plus simple, c'est que ceux qui veulent s'exprimer s'expriment. Ça peut être aussi bien sous la forme d'un petit exposé que sous la forme de questions posées aux autres. Et donc, beaucoup de liberté. Voilà. Bon, moi, ce qui me frappe, j'ai lu beaucoup de choses sur cette question des Gilets jaunes. Moi, ce qui me frappe, c'est le sort de l'argent public. On voit que les Français se posent cette question, pas seulement les Gilets jaunes. On paye beaucoup d'impôts et on se demande ce que devient l'argent public. Je crois que là, il y a vraiment une question. Alors, la crise institutionnelle... Enfin, moi, j'y crois beaucoup parce que j'ai d'ailleurs déposé mon texte à la mairie du 15e arrondissement, et j'ai repris un certain nombre d'idées. Alors, je peux reprendre, c'est pas très long, hein, ça tient en une page. Donc, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est les institutions. En tant que juriste... Voilà. Alors, je vais essayer de résumer mon texte, qui n'est pas très long, que j'ai déposé. Bon, on verra ce qui deviendra. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Alors, institution centrale. Pourquoi ne pas envisager des élections de mi-mandat? Par exemple, celui du président de la République et des députés de l'Assemblée nationale, après adoption d'un référendum révocatoire ayant recueilli 30% des voix de l'ensemble des électeurs inscrits. Bon. Ça peut paraître un peu provocateur, ce que je viens de dire là, mais ce n'est pas l'essentiel de ma réflexion. Je crois davantage à la réforme des institutions locales. Alors, je pense notamment à l'exemple de la Suisse, et même des États-Unis. Dans un certain nombre d'États américains, on utilise beaucoup le référendum. Alors donc, je proposerai des référendums locaux sur des sujets d'intérêt strictement local qui pourraient développer la notion de démocratie locale et rajeunir les lois de la décentralisation à bout de souffle. Moi, j'avais beaucoup travaillé sur la décentralisation à l'époque, et on voyait très bien que ce n'est pas dans la culture républicaine française. Les lois de décentralisation, ça n'a pas donné grand-chose. Donc il faudrait revoir tout ça. La majorité d'adoption de ces référendums pourrait correspondre à la majorité des suffrages des citoyens inscrits
dans la collectivité locale intéressée. Alors, je voudrais aussi reprendre l'idée de budget participatif qui a été retenue par la ville de Strasbourg. J'ai lu quelque chose dans Le Monde à ce sujet. Et la ville de Strasbourg est vraiment en tête sur le plan de l'innovation politique, puisque cette idée de budget participatif pourrait être étendue dans un premier temps aux grandes métropoles et aux communautés urbaines, puis dans un second temps aux villes moyennes et à toutes les communes rurales. Il conviendrait aussi d'étudier l'applicabilité de l'idée d'un conseil de suivi et d'évaluation de la participation citoyenne, comme cela est également retenu par la ville de Strasbourg. Alors je crois que vraiment la ville de Strasbourg a un rôle pilote et on pourrait vraiment réfléchir sur ce qu'a fait la ville de Strasbourg. C'est intéressant. Alors il faut aussi envisager des pétitions citoyennes, déterminer un seuil du nombre de signatures pour que chaque demande fasse l'objet d'une délibération du conseil municipal. Autrement dit, voilà, je conclue par cela. Donc je crois beaucoup plus aux réformes locales, aux référendums locaux. Il faut que les mouvements partent de la base. Si vous voulez, bon, au niveau central, ce sera beaucoup plus difficile avec nos hiérarches, avec ce gouvernement que nous avons, très technocratique, donc j'y crois pas trop. Hein. Par contre, sur le plan local, oui, il y a beaucoup de choses à faire et on peut reprendre je peux travailler par exemple sur les référendums en Suisse, les référendums aux États-Unis. J'avais suivi notamment un cours au Collège de France, c'était un constitutionnaliste, un professeur de droit constitutionnel qui présentait justement ses expériences en Suisse et aux États-Unis. Donc là, je crois beaucoup à cela. Voilà quelques réflexions que j'ai voulu présenter. Voilà. Donc réforme institutionnelle, c'est voilà, plutôt réforme. Sur réforme de l'État et réforme des collectivités locales. D'accord. Est-ce qu'on continue? Oui. Pas comme américaniste, hein, comme française. D'accord. Je ne dis rien. Donc c'était Alain Cohen et Élise Marienstrass, qui est effectivement, mais je ne dis pas ce qu'elle est. Je veux dire, j'ai été un peu choquée, comme on a tous été par différents aspects de ce qu'on appelle la crise. Et justement, c'est ce mot crise qui m'a choquée dernièrement. Il est apparu il n'y a pas très longtemps. Les premiers temps des occupations de ronds-points et autres, et de marches dans les villes, n'ont pas paru être des crises. Un peu plus fort, ça c'est fort. Mais désolé, oui. Non, pas là. Je comprends bien, mais je parle du choc que j'ai reçu lorsqu'on a commencé à parler de crise, et en particulier de crise des gilets jaunes. Est-ce que les gilets jaunes représentent, ou l'action des gilets jaunes représente une crise pour la France récemment? C'est ce qui apparaît à l'étranger, quand on voit bien que tous les étrangers sont surtout frappés de voir ce peuple qui se met des gilets jaunes, qui marche dans les rues, et surtout, je crois qu'on a commencé à parler de crise, surtout à partir des déprédations qui ont été commises dans certaines villes, et qui, pour moi, j'ai peut-être trop de sympathie pour le peuple, comme on dit, entre guillemets, qui a mis un gilet jaune pour aller manifester leur mécontentement, mais je ne crois pas que les violences qui ont eu lieu soient venues du mouvement des gilets jaunes à proprement parler. Je suis peut-être un peu trop complotiste, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait là une sorte de provocation pour qu'on mette fin à ces mouvements non citoyens ou anti-gouvernementaux, etc. Bon, ça c'est une remarque que je voulais faire, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je sens une certaine hostilité monter et s'installer à l'égard de ces gilets jaunes, de sorte que lorsque une solution, entre guillemets encore une fois, sera trouvée, les gilets jaunes apparaîtront comme vraiment superfétatoires
ils ont provoqué une crise, mais on arrange ça et c'est très visible. Vous faites bien d'envoyer des papiers, mais les discussions qui ont lieu dans les mairies et autres à l'initiative du président de la République, avec les questions de base, les thèmes qu'a posés ce président de la République eux-mêmes, et que peut-être les gilets jaunes, qui ne sont pas tous des intellectuels, des technocrates, etc., ces questions ne sont pas formulées par le haut de la même manière qu'ils ont été formulés dans les cahiers doléances. Merci. Alors, avec ces doléances, je fais une deuxième remarque, celle, en effet, finalement, de l'ancienneté de ces gilets jaunes. On peut les faire remonter aux jacqueries. Et quant aux raisons qui ont animé ces gilets jaunes au départ, ce sont aussi des raisons très anciennes. Parce que la plupart des révolutions, des révoltes ou des jacqueries, aussi bien aux États-Unis qu'en France, ont été pour la plupart motivées par la question des taxes inégalitaires et qui touchent surtout les gens qui n'ont pas de quoi payer ces taxes. Aux États-Unis, la révolution américaine, une phrase. Il n'aime pas que je parle des États-Unis. Ah non, pas du tout, au contraire. Aux États-Unis, la révolution d'indépendance a commencé par, non pas tellement le refus des taxes anglaises, que le refus par les fermiers, par les petits terriens, le refus des taxes locales, le refus de la fiscalité locale et le refus des procès pour dette dus aux impôts, pour la plupart, de la base. Si on veut voir cette révolution, pas seulement comme une révolution de pamphlets, mais aussi un mouvement de base, un mouvement du peuple, les impôts déjà étaient en question. Donc cette question des impôts, il y a quand même longtemps que nous tous, on est quand même tous d'un âge qui nous permet d'avoir une mémoire un peu historique pour la France, et il y a eu un temps où on a parlé du problème fondamental de la société française qui était celui des impôts. Et on a parlé d'une nécessité, je me souviens, je crois que c'était Rocard, d'une nécessité de refaire totalement, de remettre à terre et de refonder la conception des impôts que l'État levait sur les citoyens. Donc je crois que cette question des impôts, elle est toujours présente. Elle éclate, elle a éclaté à propos de la taxe sur l'essence, mais elle est là à tous les niveaux. Et on voit bien que ces cahiers de doléances ou les plaintes ou les slogans, tout cela touche ce que l'État enlève au peuple, et il se trouve que le développement du capitalisme a fait qu'aujourd'hui, l'inégalité entre le haut et le bas, qu'on appelle bizarrement actuellement la classe moyenne, il n'y a plus de classe populaire, il n'y a plus de classe ouvrière, il y a une classe moyenne, et puis après, il y a la classe supérieure. Voilà ce qui est devenu la France avec le développement du capitalisme, et les impôts sont calculés et recalculés encore mieux, de manière à léser les moins pourvus. Donc il y a là un problème qui serait quand même, effectivement, il serait possible, puisqu'on en a parlé maintes et maintes fois dans le passé, il devrait être possible de repenser les impôts, de repenser également les couches d'impôts, l'échelle des impôts, de manière à ce qu'ils soient plus équitables. En particulier la TVA, c'était quand même, il n'y a pas eu de mouvement de colère lorsque tout à coup la TVA sur différents produits est passée de 16 à 20. Et tout l'artisanat, ça y est, c'est dans le français. Donc tout ça, je pense, est très problématique. Alors les institutions
les institutions gouvernementales, évidemment, une 5e République aurait peut-être répondu à ces questions, mais il aurait fallu qu'un véritable parti, une véritable pensée sur ce que serait. Je pensais une 6e République. Une 6e République. 6e République. 6e République. Une 5e. Oh, je ne m'entends pas moi-même. Donc, la 6e République, mais une qui est par exemple évoquée. Alors, j'ai été très frappée par l'article qui a été publié dans Le Monde récemment de Berger et Nicolas Hulot. Et il me semble qu'il y a là matière vraiment à réfléchir. Et finalement, on est dans le vide complet depuis quelques années. Et si vraiment, ça serait le moment, effectivement, mais pas sous la conduite du président de la République actuelle. Parce que, en fait, ces débats, ces grands ou petits débats, c'est très clair, c'était très clair dès le début. Il s'agissait d'apaiser le peuple et puis de proposer des solutions qui, en réalité, ne répondraient pas du tout à ce que veut le peuple. Mais en changeant un peu les institutions, en modifiant un petit peu même les impôts, peut-être apaiserait-on donc cette crise qui paraît beaucoup plus dangereuse qu'elle ne l'est réellement sur le plan des violences physiques. C'est pas, on n'est pas en guerre les uns contre les autres. Et quant aux divisions que dénoncent maints articles, et y compris le gouvernement, il est normal que la société française soit divisée. Elle l'est économiquement, elle l'est socialement. C'est normal, on ne va pas tout à coup mettre tout le monde dans le même sac et faire du peuple français. Alors là, évidemment, on arrive au nationalisme qui n'accepterait pas du tout une fédération à la Suisse ou aux États-Unis. Le nationalisme français en fait, se grossit de cette crise actuelle. Et on a peur pour la France. Mais ce n'est pas une personne qui est en danger actuellement, la France. Nous ne sommes pas en danger, sauf évidemment s'il y a un attentat, mais c'est singulier, ça n'est pas une crise générale. Voilà. Merci Élise. Donc elle ne voulait pas dire que je dise qu'elle était américaniste, donc je ne l'ai pas dit, mais je le dis quand même puisqu'elle a cité les États-Unis. Oui, mais je vis ici. D'accord, non, mais c'est simplement, on ne se connaît pas tous, donc. Non, mais je... c'est pas une nécessité, c'est que la crise de la démocratie, qui est une crise en effet aujourd'hui, moi je la compare un peu avec les crises de la démocratie américaine, sans même citer l'actuelle. Mais dans le passé, dès que les États-Unis, États-Unis se sont rendus indépendants et qu'ils ont créé une république, puis ensuite ils ont dit on va faire aussi une démocratie, c'est pas si terrible, on peut s'arranger pour avoir quand même des classes sociales échelonnées. À partir de ce moment, ça a été la crise de la démocratie qui a éclaté là-bas, et puis plus tard ici. On reviendra sans doute sur cette question une autre fois. Une autre fois. Voilà, sur la question de la démocratie aux États-Unis. Donc Yves Zarka. Alors mon propos sera très décousu et pas du tout construit, mais je reviens un tout petit peu sur la genèse du mouvement des Gilets jaunes, parce que je crois que c'est quand même un élément intéressant. On a effectivement un point de départ, un déclencheur qui est l'augmentation des taxes sur les carburants dans une intention louable, dit-on, d'écologie, donc qui déclenche une colère, mais on voit très vite que cette colère, en fait, elle s'éparpille, elle se dirige vers plein de revendications très variées. Donc c'est un mouvement de colère. Et parce que j'ai craint pendant longtemps, mais je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment évité, c'est que on a bien vu d'abord vite que cette colère, elle s'est ensuite concentrée sur la personne du président de la République, puisque en gros, on est parti de protestations sur des taxes et on arrive à Macron dégage. Bon.
Donc on veut la mort du roi. Je crois qu'on a déjà joué dans notre pays cette affaire-là, mais enfin, bon, on a un peu l'habitude. Ça faisait longtemps que ce scénario n'avait pas été joué. Et pour apaiser la colère du peuple, habituellement, ce qui se passe dans beaucoup de pays, dans le monde, dans l'histoire, c'est qu'on trouve un bouc émissaire. Et on sacrifie le bouc émissaire. Bon, on n'en est pas là, puisque on a évité, pour le moment, moi je reste extrêmement prudent par rapport à ça, parce que je me dis qu'un jour ou l'autre, le bouc émissaire, il va revenir. Et on voit aujourd'hui les deux forces politiques qui semblent émerger dans les sondages pour les futures élections européennes, c'est quand même La République En Marche et le Rassemblement National. Donc moi je n'écarte pas la crainte, peut paraître très pessimiste ou complètement décalé par rapport aux réalités, enfin je reste sur cette crainte-là. Voilà. Et puis, la stratégie du pouvoir a été effectivement de mettre en place ce grand débat, qui a au moins le mérite que les gens puissent se positionner sur tout un tas de choses, mais qui finalement ne sont pas en lien direct avec l'origine de ce mouvement des Gilets jaunes. Et que finalement, je ne suis pas convaincu que des réformes institutionnelles soient réellement d'abord demandées par ceux qui ont protesté. Je ne crois pas. Bon, on sort des idées à un moment donné parce que les gens protestent, on leur dit bon, alors vous voulez quoi? C'est logique, hein, si les gens commencent par protester, on leur dit bon, alors qu'est-ce que vous voulez à la place? Donc il y a toujours des propositions qui émergent. Je ne suis pas convaincu que ce soit fondamentalement, d'autant plus que la manière dont eux-mêmes, les Gilets jaunes, ont géré leur mouvement, en refusant toute idée de représentation, en excluant toute possibilité que quiconque puisse les représenter, avec tous les risques qu'on imagine que ça représente, hein, cette non-représentation. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait quand même des leaders, parce que ne sont pas représentés officiellement. C'est pas parce qu'ils n'ont pas donné mandat à quelques-uns d'entre eux pour les représenter, puisqu'ils se méfient comme la peste de toute idée de représentation et de députation, mais il n'empêche qu'il y a quand même des leaders. Et je ne sais plus, j'écoutais à la radio récemment quelqu'un qui disait ce petit commentaire d'un monsieur qui, dans son camion, finalement, joue un peu au maître du monde, en appuyant sur quelques boutons qui s'appellent les réseaux sociaux. Voilà. Tu penses à Éric Drouet dans son camion, voilà. le Meulunois. Je ne sais plus, j'ai écouté ça à la radio il y a quelques jours, je ne sais plus qui a évoqué cette image-là, hein, du camionneur dans son camion qui, avec Internet et les réseaux sociaux, agite un petit peu l'opinion. Donc voilà, j'ai aucune solution, aucune proposition à faire, moi j'ai aucune idée, franchement. Mais je voulais faire part un petit peu de mon sentiment par rapport à ça. Et je vais annoncer la couleur cash. Hein. Pour être très clair, moi, les gilets jaunes, je ne digère pas. Voilà. Pour qu'on soit transparent, moi, je ne vais pas digérer. Oui. Moi, je rebondirai volontiers sur ce que vous venez de dire, parce que j'ai le même sentiment. Si c'est possible de se Oui. présenter rapidement pour tout le monde. J'ai le même sentiment. Moi, j'ai été attristé par les Gilets jaunes, hein, tout à fait franchement. Ça m'a mis un coup au moral, et ça représentait une France différente de celle que je pensais qu'elle était. J'étais très choqué, mais je l'ai digéré, c'est peut-être la différence avec vous. Je l'ai digéré parce que je pense que ça ne sera qu'une crisette. On appelle ça une crise, je pense que ce sera une crisette, et je me réfère au nombre. Pour ça, ils ont commencé à 282 000 au maximum. Le week-end dernier, ils étaient 29 000. 29 000, je vous rappelle quand même que Macron, il a été élu il y a 19 mois, donc 21 mois, avec 20 millions de voix. 20 millions de voix. Bah, pour moi, quand on a élu un président de la République dans un pays 100% démocratique, il n'y a pas de censure en France, tout le monde avait sa chance aux élections présidentielles, il a fait 20 millions. 20 millions avec 75% de participation. Il y a 21 mois, moi j'étais choqué. Et en plus, comme président, il a fait exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. On aime ou on n'aime pas, mais l'ISF, c'est pas une surprise.
il n'a pas piqué dans la caisse, il a fait exactement son programme. Moi, j'étais surpris qu'il défile en disant Macron démission. Au bout de 18 mois, pour moi, c'est légal, ok, mais c'est un déni de démocratie. Donc moi, ce que j'espère simplement, c'est que ce mouvement va s'éteindre, et je pense qu'il va s'éteindre, mais je dirais quand même en positif, parce que je suis totalement un positif, c'est pour ça que je suis macroniste, hein, je ne te cacherai pas, je suis un positif. Je pense que ça aurait été un mal pour un bien, parce que même si j'aime bien Macron, je suis d'accord que le début de son mandat était trop économique, trop à droite, et ça l'a forcé à prendre un virage social. Je trouve que la réponse sur les 10 milliards était bien calibrée, bien sur le fond, et je pense que ce mouvement, bien que d'après moi malheureux, mal structuré et pas représentatif, aurait été finalement une bonne piqûre pour le gouvernement pour mieux écouter le peuple. Voilà donc ma déclaration solennelle. Bon, on fait comme on veut, hein. On déclare ou on ne déclare pas. Gérard Millet, je ne vais pas faire de déclaration solennelle, mais je ne partage pas tout à fait tout ce qui a été dit, parce que je ne pense pas que c'est insignifiant. D'autre part, crise ou pas crise, ça soulève un certain nombre de questions qu'on a mis sous le tapis depuis un certain temps et qu'il va bien falloir à un moment ou l'autre reprendre. Que le grand débat, évidemment, le gouvernement est là pour apaiser les choses, mais ça soulève quand même, sur la question par exemple des institutions, même si toutes les institutions sont en cause, il y a quand même un déficit réel entre la représentation et une démocratie participative. Qui nous représente au Parlement? Je veux dire, ça ne représente pas, enfin, on ne va jamais représenter l'ensemble de la population, mais ce sont quand même en général, même si ça améliore un peu au niveau de la société civile, un certain nombre de personnes bien en place, voire plutôt nantis, etc. Donc, un certain nombre de populations qu'on a retrouvées sur les ronds-points sont effectivement à la périphérie, bon, on connaît toutes les analyses qui ont été faites, et se sentent exclus. Mais ce n'est pas simplement du ressenti, c'est de fait, ce sont enfin, quand on parle des fins de mois, c'est pas nul, hein, je dirais. Bon, nous, la plupart, on est à l'aise, bon, mais dans ces pays, et on n'entend pas les banlieues, mais quand ça va remonter, je ne sais pas s'il y a danger, je ne sais pas, c'est pas ça, mais je veux dire, il y a des questions qu'il nous faut prendre en compte. Alors, par exemple, sur les institutions, je trouve que la contribution, par exemple, de Terra Nova sur comment articuler une démocratie participative avec la démocratie représentative est intéressante et ça mérite un travail pour que ça ne soit pas simplement à échéance d'élection qu'on commence à s'intéresser à ce que peut penser, enfin pas le peuple, simplement la population. D'autre part, ça va aussi avec un point sur ce volet-là. Si on ne découple pas élection présidentielle et élection législative, on est sur un régime présidentialiste majoritaire où il n'y a pas moyen de jouer sur... Alors on dit, d'accord, il a été élu démocratiquement, mais c'est bouclé. Il n'y a plus rien qui puisse jouer sans que les députés soient forcément des godillots. Il ne s'agit pas de caricaturer, mais on a quand même un déficit de fonctionnement sur lequel il faut réfléchir et essayer d'avancer sans attendre les prochaines campagnes électorales où chaque parti va vendre sa soupe sans pour autant la suivre. C'est pour ça que je suis un peu déçu que le cercle Condorcet, non pas fasse des propositions comme telles, mais ne fasse pas de propositions. Non, pas forcément au nom du cercle Condorcet, mais ne saisisse pas trop l'occasion de se dire, au fait, il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent. Vous avez parlé des impôts au juste titre, mais c'est toujours justice sociale, justice fiscale, et donc, comment là aussi, bon, chaque législature dit on va remettre ça à plat, rien n'est jamais remis à plat, les niches se superposent
Et on va de plus en plus, je ne vais pas faire une analyse ici, mais quand même vers un certain nombre d'inégalités qui sont plus fortes et plus ressenties. Donc voilà, bon, je voulais juste dire ça, sans parler, Michel a travaillé là-dessus, sur la transition écologique et toutes ces questions-là. Donc je veux dire, il y a quand même un certain nombre d'enjeux, et je trouve qu'il faut les prendre très au sérieux, parce que même si là c'est un mouvement un peu désordonné qui part dans tous les sens, bon là, pour faire référence un peu à Gérard Noiriel et son histoire populaire de la France, à chaque fois il met en évidence et il rappelle que c'est toujours dans des rapports de force que des choses bougent. Je ne dis pas violence, hein, mais rapports de force, et que des concessions sont acceptées soit par le pouvoir politique, soit par les riches, enfin peu importe, que c'est toujours le rapport de force, et on n'est pas, je veux dire, un certain nombre de groupes comprennent que ce n'est pas le nombre toujours qui compte, mais c'est parfois ce rapport de force qui fait qu'il faut jouer. Donc voilà, moi je dis simplement, je ne sais pas ce qui sortira du grand débat, ça sera forcément en deçà de ce qu'on peut attendre, mais si, je dirais, il n'y a pas de débat, ça veut dire qu'on approuve ce qui se passe, Macron ou pas Macron, mais je veux dire le déroulement, et je pense qu'il y a quelque chose à saisir, et bon, c'est ce qui est déjà fait dans un certain nombre de réunions, mais voilà ce que je voulais dire. Qui veut parler, toi ou une Jean-Pierre? question simplement, en relisant un peu le Condorcet, hein, on se dit justement comment s'est-il comporté pendant la Révolution et par rapport à ça. Donc le mouvement des Gilets jaunes, on peut dire on est pour, on est contre, ça c'est de la politique. Ça n'empêche pas qu'il existe et qu'il a quand même une certaine gravité. Bon, et comment l'analyse-t-on? Et justement, comme on fait on fait au siècle des Lumières, pour accompagner ou dire on préconise des changements de société, où on attend tout simplement que le problème soit politiquement résolu. Je rejoins un peu votre problématique. Je peux répondre peut-être à ta question, et je passe la parole après à Jean-Pierre. Moi, je me suis intéressé depuis assez longtemps à Condorcet, et curieusement, Alain Cohen parlait des référendums. Or, le premier à avoir parlé de référendum d'initiative populaire ou citoyen, c'est Condorcet, en 1791. Et dans le projet de constitution qu'il a proposé au début 93, il y avait une procédure de référendum, c'est-à-dire que depuis l'échelon de base jusqu'à l'échelon de l'Assemblée nationale, il y avait un certain nombre de débats, donc de délibérations, et de décisions prises qui remontaient ensuite à l'échelon supérieur. C'était dans son projet de constitution. Alors la constitution qui a été adoptée finalement, parce que la sienne a été refusée, mais qui a été adoptée sous la pression de Robespierre et de Sieyès en juin ou juillet 93, c'est-à-dire 6 mois après, Condorcet entre-temps étant poursuivi devant se cacher, était une constitution qui reprenait en partie l'idée de démocratie directe, hein, puisque c'était la démocratie directe, mais qui dans les faits n'était pas opérationnelle, et donc petit à petit on est arrivé à la démocratie plutôt représentative, c'est-à-dire que le peuple ne peut pas avoir de représentation directe, c'est-à-dire qu'il ne peut avoir que des représentants pour dire ce que doivent être les lois. Enfin, je résume un peu. Et donc, cette idée condorcétienne, qui aurait peut-être pas été pratique à mettre en œuvre, hein, mais qu'il avait inventée en quelque sorte, n'a jamais été mise en œuvre en France, et c'est le jacobinisme qui l'a emporté. Et par contre, en Suisse, comme aux États-Unis, et là je me tourne vers spécialistes, pardon, les tenants des référendums locaux ou d'État se sont toujours, semble-t-il, enfin moi c'est ce que j'ai lu, hein,
reconnu dans les propositions de Condorcet au départ. D'ailleurs, les meilleurs politistes américains tiennent Condorcet pour un de leurs grands politistes, Montesquieu, et les Suisses pareil. Donc en fait, puisqu'on parlait de Condorcet, Condorcet aurait pensé sans doute comme les Suisses ou les Américains, mais il avait une conception aussi un peu plus fédérale de l'État, c'est-à-dire de plusieurs morceaux imbriqués pour remonter vers le haut, alors que ce qui a prédominé en France, c'est pas ça. Donc voilà, je voulais simplement dire ça parce que c'est important de le savoir. Il y a eu, disons, après 1794-95, et puis pendant tout le 19e siècle, c'est le jacobinisme qui l'a emporté aussi bien chez les monarchistes, entre guillemets, puisqu'on en parlera le 3 avril, ceux qui sont devenus républicains en étant monarchistes au départ, finalement étaient pour la centralisation, par conception même de l'idée monarchique, et puis les républicains aussi, finalement. Donc Condorcet a été complètement oublié, et c'est très curieux parce que sur ce plan-là, les seuls à avoir reconnu Condorcet comme ayant une vision démocratique, républicaine plus ouverte, ce sont les anglo-saxons. Et on trouve ça aussi en Angleterre, d'ailleurs. Mais je voulais donner la parole, c'était simplement un aparté, c'est Jean-Pierre Paget. Beaucoup plus terre à terre, je n'ai pas emporté à Condorcet, que je connais beaucoup moins bien que toi, mais simplement essayer de faire comprendre ce que je ressens dans cette crise, c'est tout ce que je peux faire. Cette crise que l'on a appelée la crise des gilets jaunes. Bon, donc c'est pas de dire des choses très très nouvelles, des choses que vous connaissez. Pour moi, elle a exprimé un sentiment de frustration d'une partie importante de la population, ceux que l'on a désignés comme les habitants des zones rurales, les délaissés de la société, vivant avec des revenus extrêmement faibles, vivant, disons, au ras de l'eau, en quelque sorte. Et ce sentiment de frustration, d'injustice qui était sous-jacent a pu s'exprimer. Je crois que c'est ça qui est important. C'était vraiment quelque chose qui est sorti et qui devait sortir. Alors ceci est dû pour une partie importante à la maladresse ou même à une certaine incompétence de nos gouvernants. Je crois qu'il faut le dire aussi. Je pense notamment au gouvernement, à l'influence de Bercy, que je connais bien, mais Bercy a été catastrophique à plusieurs reprises dans cette histoire. Par exemple, la concernante décision de diminuer les APL dues à l'ingéniosité des fonctionnaires de Bercy. Une stupidité absolue, et c'était un détonateur de la chose. Bon, c'est comme ça, mais alors maladresse avec l'histoire de la vitesse à baisser à 80 km/h sur les routes départementales, ça aussi. Il y a une sorte d'incompétence et maladresse là du gouvernement. Et maladresse aussi du président de la République lui-même avec ses petites phrases manifestant une certaine jeunesse dans la manière de gouverner, disons, et aussi, enfin, oui, jeunesse, on pourrait dire, il y avait quelque chose qui lui manquait, qu'il n'avait pas réalisé. Alors, dans la crise la crise de Gilets jaunes, pour moi, a permis de faire émerger un malaise sous-jacent et a provoqué directement le président de son gouvernement. Pour moi, ce n'est pas une crise générale de nos institutions, non, mais cela a permis de faire connaître un malaise incontestable et masqué jusque-là au sein d'une fraction de la population qui jusqu'ici se sentait délaissée et enfin saisi l'occasion de s'exprimer. C'est pour ça, je crois que c'est l'essentiel. Il ne faut peut-être pas donner enfin, je crois que c'est le nœud du problème. Voilà. Michel Cabirol. Michel Cabirol. Donc, je saisis la balle au bond de ce que vient de dire Jean-Pierre, parce que pour moi, effectivement, avec le discours de Macron du 10 décembre, 11 décembre, enfin je ne sais plus, 10 décembre et les 11 milliards ou 14 milliards, enfin ce qu'on veut, normalement ça aurait dû s'arrêter. Et ça ne s'est pas arrêté. Alors je ne voudrais pas reprendre la fameuse phrase biblique que l'homme ne vit pas que de pain, mais
je crois que les gens qui étaient sur les ronds-points, ils ont trouvé autre chose que des revendications purement monétaires. Ils ont retrouvé de la dignité, ils ont retrouvé de la fraternité. Et c'est ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui se sentent délaissés. Si on reprend, et là il y a eu des manipulations statistiques, parce que je vais rentrer dans des choses peut-être un peu plus techniques, mais qui me semblent être importantes. Par exemple, l'INSEE a découpé la France en aires urbaines. C'est les grandes métropoles et différentes choses. Bon, alors, l'aire urbaine de Paris, c'est toute l'Île-de-France. C'est déjà pas très homogène, mais enfin, voilà. Sauf que lorsque vous faites le total des aires urbaines, c'est 83% de la population. Oh, on se dit 83%, 16%, c'est pas très important. 16%, c'est 10 millions de personnes. Et ces 10 millions de personnes-là, ben on ne sait plus. On ne sait plus ce qu'elles pensent. Elles sont dans des endroits où ils se sentent plus représentés, où il y a de moins en moins de services publics. Oui. Et ils ne savent plus. Et là, je pense qu'il y a eu une erreur de la gauche qui était fondamentale. J'ai fait un petit travail statistique, et c'est en cours, je n'ai pas eu le temps de le finir. J'avais pris et j'avais fait un texte il y a 2 ans sur le vote de Marine Le Pen, analyser le vote de Marine Le Pen en France, et pour moi c'est un indicateur de souffrance sociale. Or, si vous prenez le vote de Marine Le Pen, la gauche a toujours dit le problème c'est le chômage. Eh bien, statistiquement, il n'y a quasiment aucune corrélation entre le taux de chômage et le taux de vote Marine Le Pen. Ce qui veut aussi dire que les banlieues, les périphéries, etc., ça a besoin d'être analysé, segmenté, et que ce n'est pas du tout des choses homogènes. Que les gens qui y vivent ne vivent pas du tout la même réalité. Hénin-Beaumont, quand même, et la région, c'est le chômage. Oui, non, mais alors, attends. Non, mais justement, ne t'interromps pas, parce que je vais t'expliquer la vraie corrélation. C'est simplement... Je vais t'expliquer. Il faut être fin dans cette histoire. Ah oui, non, mais je sais, je suis grossier. Excusez-moi d'être grossier. Bon, donc, la vraie corrélation qui fonctionne bien, c'est la corrélation avec le revenu. Pour les statisticiens, j'ai des coefficients de corrélation entre 0, enfin c'est moins 0,60, 0,65. Bon, c'est pas 1, mais le 1, ça ne marche pas, si vous voulez. Et justement, Hénin-Beaumont, les gens, il y a du chômage, mais ils sont pauvres. Alors que dans l'Aveyron, le Cantal, etc., il n'y a pas de chômage, mais ils sont pauvres aussi, et le vote Le Pen est à plus de 20%. Ça veut dire que la ruralité heureuse, ça ne marche pas. Et la ruralité heureuse, ça ne marche pas aussi. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque votre voisin, avec qui vous avez quand même tissé des liens, même si vous êtes plutôt quelqu'un qui vient de la ville ou un retraité qui est agriculteur, il fait faillite ou il se suicide, c'est pas bon pour l'ambiance. Et en plus, ces gens-là, comme je disais tout à l'heure, excusez-moi, je vais juste aussi un autre exemple du foutage de gueule total, puisque tu parlais d'Hénin-Beaumont. Cazeneuve, à la fin de son mandat, il va justement à Hénin-Beaumont dans tout le pays minier, c'est plus d'1 million de personnes. Il dit, oui, vraiment, ça va pas, oui, il aurait fallu que la gauche s'en aperçoive avant. On va vous faire un grand plan pour le logement. On va mettre 100 millions d'euros sur 10 ans. 100 millions d'euros sur 10 ans, ça fait 10 euros par an par habitant pour rénover vos logements. Les gens, ils ne sont pas cons. Vous voyez, c'est ce genre de mépris de la classe politique qui, vraiment, pose problème. Et c'est là où je crois qu'on a un problème, c'est que nos politiciens, de plus en plus, qu'est-ce qu'ils font ? Ils passent essentiellement de leur temps à faire de la communication et à vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un qui essaie de leur piquer la place. Parce que ça, je peux vous dire que c'est un sport très pratiqué dans les partis politiques. Ils n'ont pas le temps de travailler. Et malheureusement, on est sur des sujets de plus en plus complexes, que ce soit sur l'agriculture, que ce soit sur l'énergie, puisque Gérard mentionnait les travaux que j'ai faits sur l'énergie. L'énergie, c'est éminemment complexe et il n'y a pas une seule solution. Dire on va faire des éoliennes, on fait du nucléaire, on fait ceci, on fait cela. Non, il n'y a pas une solution. C'est extrêmement complexe et donc il faut beaucoup travailler. Et malheureusement, les politiciens travaillent de moins en moins, ce qui fait qu'ils sont de plus en plus le jouet de leurs administrations. Et souvent, les administrations, excuse-moi Étienne, tu ne fais pas partie de ces gens-là, mais sont quand même le jouet des lobbies. Et puisqu'on parlait de Bercy tout à l'heure, tu ne fais pas partie de ça, mais lorsqu'on demande aux gens, par exemple de Bercy, aux jeunes énarques inspecteurs des finances,
de titiller un peu les banques sur la régulation, comme ces gens-là, ils se disent, bon, j'ai 32 ans, si j'emmerde les banques maintenant, à 40 ans, j'espère bien passer à une direction importante d'une des grandes banques françaises, cherchez le problème. C'est évident que Karine Berger et quelques autres se sont fait retoquer. Non, madame, on ne va pas vous donner ça, vous êtes député, je n'ai rien à foutre, on ne va pas vous donner ça, et on ne fera pas la loi que vous voulez faire. Donc c'est tous ces problèmes-là, et malheureusement, qui se sont accumulés, qui sont sédimentés, et de temps en temps, c'est un peu comme le volcan, ça explose. Ça explose. Alors, pour essayer d'être plus positif et pas trop long, je pense que effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui ont dit avant, oui, il faudrait quand même qu'il y ait des propositions, des choses comme ça, le Cercle Condorcet ne fait rien. D'abord, la Ligue de l'enseignement a participé avec un certain nombre d'autres organisations à l'élaboration de 66 propositions. Vous avez peut-être entendu parler de ça, il y a la CFDT, etc. Alors bon, malheureusement, les journalistes ont repris ça, c'est Laurent Berger, le principal opposant à Macron, parce qu'il y a 66 propositions, et il a fait la tribune signée avec Hulot, les autres associations et tout le reste. Bon, lisez les propositions. Il y en a une, je crois, de mémoire, c'est il faut qu'il y ait plus de nourriture bio dans les cantines scolaires ou dans les cantines, etc. Bon, c'est un peu de la tarte à la crème. Si on analyse le bio en 15 secondes, entre le fait que le bio, si on veut en faire plus, il y en a beaucoup qui est importé, souvent du Maroc, donc ça veut dire que le Maroc exporte de l'eau, c'est quand même pas très fin ce forme de truc. Et deuxièmement, on veut que les paysans français se convertissent au bio. En 2019, ils n'ont pas touché les subventions de 2019, mais pas celles de 2018 et pas toutes celles de 2017. Donc, effectivement, qu'on commence par faire en sorte qu'ils ne fassent pas faillite avant d'être passés au bio. Voilà. Donc, on a besoin de... Il y a ça qui a été fait, et moi, je vous proposerai qu'on fasse un groupe de travail plus structuré, entre nous, peut-être sur 6 mois, sur 1 an. Bon, j'ai fait un texte, il y a d'autres gens qui ont fait des textes, etc. Et qu'on essaye de travailler sur toutes ces choses-là. Par exemple, les inégalités, on parle beaucoup d'inégalités. Entre les inégalités primaires, les inégalités après fiscalité et les inégalités après redistribution, c'est pas du tout pareil. Sauf que les gens s'habituent aussi au fait d'avoir la médecine gratuite. Je trouve que c'est tout à fait normal qu'on ait la médecine gratuite, mais quand quelqu'un qui gagne 1 200 € par mois a eu 600 ou 800 € de soins parce que malheureusement lui ou sa famille n'a pas pu, a eu un problème, c'est tout à fait logique. Sauf que, il faut le rajouter. Et les gens oublient, il y a le problème des dépenses contraintes, il y a toutes ces choses-là, et il faut refaire de la pédagogie, il faut refaire de la pédagogie sur la dépense publique, parce que là aussi, il faut les analyser. Et on dit tout et n'importe quoi dans les... J'écoute beaucoup des radios de droite business, on nous explique qu'il y a 56% de dépenses publiques. Non, les 15% de retraite, les X% de chômage et autres, ce sont des transferts, c'est pas de la dépense publique. Bon, donc il y a toutes ces choses-là qu'on pourrait mettre à plat ensemble, si ça intéresse certaines personnes. Bon, je sais qu'il y a quelques personnes qui sont intéressées au niveau du cercle. On pourrait essayer de faire ça et essayer de proposer dans 6 à 8 mois un travail un peu plus construit que justement ces espèces soit de discours un peu désespérés, soit des espèces un peu d'invectives ou de choses comme ça, comme on peut les entendre à la télé par exemple. Bon. Juste une petite remarque sur le fait, plusieurs ont dit le Cercle Condorcet ne propose pas. On en a discuté, on s'est dit qu'on n'avait pas les moyens de faire un travail particulier et qu'après tout, chacun pouvait le faire dans les groupes auxquels il appartient par ailleurs ou dans des grands débats divers et variés. Donc ça, c'est la première réponse. Sur ce point-là, c'est pas une attente de ça, quand on sait pas des positions, c'est pas ça. Mais par exemple, ce que propose Michel, qu'il y ait 1 ou 2 groupes de travail par rapport à l'une ou l'autre thématique qui nous paraissent importantes, ça me paraît intéressant. Ça, on l'avait proposé, et c'est bien que tu le reproposes maintenant, avec l'idée aussi, c'est qu'il faudrait que des gens à ce moment-là se proposent pour travailler avec toi. Et à mon avis, il faut qu'il y ait aussi des gens extérieurs au cercle, qui puissent y participer, c'est-à-dire qu'il soit fait appel à des compétences diverses, qui à mon avis sont prêtes à le faire. Donc, que ce soit des économistes, des politistes.